Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence midi qui porte sur le regard croisé du milieu universitaire et du milieu de la pratique sur une recherche partenariale qui a été réalisée auprès des mères ayant un faible statut socio-économique et qui sont utilisatrices du site Naître et grandir. Donc, pour cette conférence midi, on accueille 3 conférencières. D'abord, Falia Feinstein, Annabelle Poussin, que je vais vous présenter dans quelques secondes, et Geneviève Doré aussi. Juste une petite précision, en fait, c'est qu'on enregistre la conférence pour des fins de formation continue et cette conférence-là sera disponible sur le site de l'Institut Santé et Société. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos conférencières. Dalia, qui est titulaire d'un doctorat en sociologie qu'elle a fait à l'Université du Québec à Montréal. Ses travaux de recherche portent sur l'alimentation, l'immigration et les femmes. Présentement, elle est coordonnatrice de recherche au département de médecine familiale de l'Université McGill. Bienvenue, Dalia. Annabelle Poncin, qui est candidate au doctorat en sociologie, chargée de cours aussi à l'UQAM. Elle spécialise dans les approches qualitatives et ethnographiques. Elle travaille comme agente de recherche et au département de médecine familiale de l'Université McGill et travaille sur les enjeux de santé des femmes dans un contexte de précarité. Bienvenue, Annabelle. Et Geneviève Doré, qui est directrice de Naître et grandir, un projet de la Fondation Lucie André Chagnon, dont la mission est de prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en place de conditions favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes vivants au Québec. Un projet très ambitieux, mais qui fait des petits. Hein? On a même une recherche qui porte sur les retombées auprès des utilisatrices. Donc, on est très contents, mesdames, de vous accueillir. Moi, je suis Julie Poisson, je travaille au département d'éducation et de formation spécialisée et je serai l'animatrice aujourd'hui, surtout la gardienne du temps et la gestionnaire des questions à la fin. Donc, sans plus tarder, mesdames, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à tous. Comme vous l'avez compris, on vous présente aujourd'hui un double regard sur une recherche partenariale entre l'Université McGill et Naître et grandir. Puis, on a le grand plaisir de faire la présentation aujourd'hui avec notre partenaire, ce qui est assez rare pour être souligné. Donc, on est bien contente de faire ça aujourd'hui et de donc vous présenter vraiment le positionnement à la fois de nous en tant que chercheuses à McGill, puis de Geneviève Doré, qui est vraiment, comme on pourrait dire, le milieu de pratique et notre partenaire sur nos activités. Puis on est dans une démarche de co-construction aussi. On va revenir là-dessus au fur et à mesure. Donc, Annabelle, est-ce que tu veux... Ton micro est coupé. Oui, bien sûr, Vadia. Bonjour à tout le monde. Juste pour mettre un petit peu en contexte comment on a préparé cette conférence, on a pris le temps avec Geneviève de se poser, on a fait une rencontre pour essayer de voir finalement qu'est-ce que ça veut dire notre partenariat, qu'est-ce que ça veut dire de travailler ensemble. Puis, très vite, on s'est rendu compte de la richesse de prendre ce temps-là, de nommer nos différentes perspectives. Et puis, on s'est rendu compte qu'à travers une même étude, un même projet, on avait à la fois un lexique qui était différent, des approches qui sont différentes, des perspectives qui sont différentes sur un même projet. On s'est dit, tiens, ça serait vraiment pertinent de poser ça, ce point-là publiquement, puis de s'en servir comme un levier pour mieux travailler nos partenariats, mais aussi vraiment prendre la mesure de l'ensemble des données qu'on construit partenariales. Donc, c'est ça un peu la ligne directrice qu'on vous propose aujourd'hui et la manière dont s'est construite notre réflexion. Donc, ça sera un double regard, finalement, à travers 4 points. Peut-être qu'on peut passer au slide du plan. Donc, on va y aller en 4 points. Ce qu'on vous propose, c'est de revenir déjà pour mettre un peu la table sur l'histoire du partenariat, comment il est né. Donc là, ça sera plus Geneviève qui va nous
nous allumer, nous expliquer un peu comment tout ça est né, ce partenariat et la pertinence de ce partenariat entre McGill et Naître et Grandir. Ensuite, on abordera les enjeux de la méthodologie. Balia et moi, on a surtout travaillé sur une phase, donc la dernière phase de cette recherche-là. Et donc, dans l'aspect méthodologique, on va revenir à la fois sur les aspects de cette phase-là, mais aussi sur les défis méthodologiques partenariales qu'on a pu rencontrer. Dans la partie résultats, on reviendra sur, bien sûr, les résultats issus de cette recherche, mais aussi sur la manière dont on perçoit les résultats selon notre perspective dans le partenariat. Et pour finir, on se propose une clôture plus en lien avec des perspectives communes et diversifiées en fonction de nos places dans le partenariat. Donc ça, c'est le plan et la ligne directrice de ce dialogue qu'on vous propose aujourd'hui. Merci Annabelle. Ça, c'était mon cue, j'imagine. Bien sûr, tu le prends très vite. Je pensais rajouter une phrase, mais on dirait que tu l'as déjà. Donc, Geneviève, je te laisse. Alors, merci Annabelle, merci Balia et merci Julie, évidemment. Alors, comme Julie Poisson l'a mentionné en ouverture, pour ceux qui n'étaient pas nécessairement arrivés, Naître et Grandir est un projet de la Fondation Lucie André Chagnon. La Fondation Lucie André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en place de conditions favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes vivant au Québec. Rien de moins. Gros mandat, effectivement. Et Naître et Grandir s'inscrit dans ce mandat-là, dans le sens que les apprentissages précoces et l'environnement dans lequel l'enfant grandit, ça influence de façon déterminante tous les aspects de la vie de l'enfant, non seulement au niveau physique et mental, qu'au niveau de sa réussite scolaire et professionnelle. Considérant également que les données issues de la recherche, comme les points de vue d'experts et d'acteurs en petite enfance, soulignent l'importance d'outiller les parents pour leur permettre d'assumer pleinement leur rôle. Il y a 84 000 naissances par année, dont 36 000 premiers-nés. Il y a un parent sur 4 qui a un besoin élevé d'information. Il y a un enfant sur 4 et même 1 sur 3 milieux défavorisés qui est vulnérable dans au moins un domaine de son développement lorsqu'il rentre à la maternelle. Donc, considérant tout ça, la Fondation a décidé de lancer Naître et Grandir en 2009 afin justement de soutenir les parents du Québec dans leur rôle. Pour ce faire, Naître et Grandir a plusieurs, Annabelle, oui, merci, a plusieurs stratégies de communication qu'il déploie de la grossesse jusqu'à l'âge de 8 ans parce qu'il s'agit en effet de la période la plus importante pour favoriser la réussite éducative. Donc, on a un magazine, on a un site web, on a une infolette, tout ce qui est listé dans la petite bulle en bleu est mentionné. Donc, on a plusieurs tactiques qu'on appelle là, une stratégie 360. Donc, en fait, c'est qu'on essaie de rejoindre les parents là où ils sont. Et notre principal public est constitué par les parents de jeunes enfants avec une attention particulière aux public vulnérable et une attention particulière aussi aux pères ou aux nouveaux arrivants également parce qu'on ne veut pas les laisser de côté. On s'occupe aussi dans nos personnels, on a aussi les intervenants et les organismes parce qu'on est comme un peu un soutien pour eux. On vient appuyer les messages et les interventions qu'ils font eux-mêmes auprès des parents, donc bonifier un peu leurs actions et parfois également pallier le manque de ressources de certains milieux en leur offrant des outils comme le magazine, des affiches et autres. Le principal moyen d'action choisi par Naître et Grandir, c'est justement de diffuser et produire de l'information au sujet des principaux domaines du développement des jeunes enfants qui sont susceptibles justement d'influencer leur réussite. Donc, que ce soit la santé, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif, le développement langagier, toutes les habiletés de communication, toutes des choses qui vont influencer lorsque l'enfant va arriver à l'école.
Donc, comme je le disais précédemment, que ce soit le magazine, le site web, l'infolette, les infographies, les vidéos, les balados, les médias sociaux, c'est tous des façons de rejoindre là, les parents et ainsi là, de les sensibiliser, de les informer, de les outiller. Là. Donc, ça nous permet d'être le plus pertinent possible pour le parent et de rejoindre les parents là, sur le canal qui préfère là, plutôt qu'un autre. Ça nous permet également de multiplier là, les moments de contact là, et d'entretenir des liens différents là, sur chaque canal. Les actions là, permettent, on veut là, atteindre certains résultats et effets là, selon les cibles. Donc, on souhaite que les actions permettent aux parents et à l'entourage des jeunes enfants d'être sensibilisés à l'importance de favoriser le développement des enfants, d'être outillés, d'être informés, d'être valorisés dans leur rôle, donc de ne pas se sentir là, culpabilisés non plus, de juste se sentir rassurés. L'information produite par Naître et Grandir est fortement consultée et utilisée là, par les éducateurs et les intervenants. Donc, ça peut contribuer là, à bonifier leur action, comme je disais précédemment, auprès des enfants et de leurs parents. En plus d'être un outil de formation continue parfois pour les éducateurs et les intervenants. Donc, on essaie là, de contribuer à la capacité d'agir des éducateurs et intervenants en leur permettant là, d'être informés au sujet des bonnes pratiques, d'être outillés pour soutenir les parents dans leur rôle. Et au niveau des organismes, qui est le troisième résultat et effet proximaux visé, on collabore là, avec différents organismes œuvrant auprès des familles. Et on veut que nos actions là, permettent aux organismes d'être informés, d'avoir accès à du matériel ludo-éducatif, de relayer ces informations-là et de collaborer là, dans certains cas même à nos activités. Là. Et que ce soit là, au niveau de la distribution là, du magazine, des pages vues, des abonnés à l'infolette ou des réseaux sociaux, on a des résultats là, vraiment très, très élevés. Là. Je suis certaine que vous avez là, déjà tombé sur le magazine en vous rendant à quelque part ou si vous parlez à un parent, là, il va vous dire à quel point il utilise le Naître et Grandir. Si j'étais dans l'entreprise privée, on pourrait sortir le champagne et être très, très satisfait là, de ces chiffres-là. Mais à ma grande surprise, là, quand je suis arrivée dans la fondation ne se contentait pas là, de ces beaux chiffres-là, de ces belles nombres de pages vues ou d'abonnés très élevés à l'infolette. Ils me demandaient là, justement là, de prouver d'autres choses là, que juste des chiffres, de montrer là, que c'était pertinent et que les parents s'en servaient et tout. Donc, moi, j'étais un petit peu en terrain totalement inconnu. On m'avait jamais demandé ce genre de choses-là. Jusqu'à présent, là, les chiffres suffisaient et c'est tout. Donc, j'étais embêtée. Même au début, j'ai résisté un petit peu. Je me suis dit, bon, ben, ça va leur passer. Ils vont passer à un autre appel. Ils vont l'oublier, mais non, ils ne l'oubliaient pas. Et à un moment donné, j'étais vraiment désemparée un petit peu sur comment je pouvais m'y prendre pour réussir à répondre à leurs besoins, d'évaluer notre portée, notre pertinence. En fait, la portée, ça allait, c'était vraiment la pertinence. Et je suis allée à une rencontre avec ma collègue Julie Fortier, la rédactrice en chef, et il y avait Pierre Pluy de McGill qui parlait là, d'une méthode d'évaluation des informations. Et je vous jure, là, j'étais assise là, sur le bout de ma chaise. J'avais l'impression que soudainement, là, on venait de m'offrir une perspective de solution. Alors, c'est un petit peu là, comme ça que le projet avec McGill a débuté. Par la suite, j'ai vraiment pris goût. Là, je suis comme tombée comme dans la potion magique. Alors, j'ai vraiment pris goût à l'évaluation.
Et je travaille maintenant avec une consultante en évaluation également, en plus de collaborer avec Pierre. Alors, Sylvie-Louise Desrochers, là, pour ne pas la nommer, consultante là, vraiment très, très précieuse pour moi. Et avec elle, là, on a mis en place un modèle de changement, une matrice d'évaluation. Donc, en fait, l'évaluation, ça nous permet vraiment là, de déterminer est-ce qu'on fait la bonne chose, est-ce qu'on le fait bien et quels sont là, les résultats de nos actions. C'est moins stressant là, que ce que je pensais auparavant. Donc, avec Sylvie-Louise, on a justement évalué là, certaines questions pour nous permettre d'évaluer les résultats et les effets de nos actions. Donc, est-ce que l'information est bien diffusée? Est-ce que, dans quelle mesure les parents font-ils appel à Naître et Grandir pour s'informer au sujet du développement des enfants? Dans quelle mesure ils consultent et utilisent cette information-là? Dans quelle mesure sont sensibilisés à l'importance de favoriser le développement des jeunes enfants? Est-ce qu'ils se sentent valorisés par Naître et Grandir dans leur rôle? Ça, c'était l'effet sur les parents qu'on veut évaluer. On évalue également certains effets sur les éducateurs, les intervenants. Donc, est-ce qu'ils s'informent grâce à Naître et Grandir? Est-ce qu'ils utilisent Naître et Grandir pour soutenir les parents dans leur rôle? Et est-ce que, par exemple, les organismes là, utilisent le matériel ou réalise ou développe un partenariat avec nous ou bénéficie de notre collaboration. Là. Et bien entendu, tout l'apprentissage que notre équipe là, peut tirer de l'évaluation de nos activités. Là. Donc, je parlais tout à l'heure du questionnaire là, dont Pierre parlait à la rencontre à laquelle j'ai assisté, le questionnaire qui s'appelle la MEI pour la méthode d'évaluation des informations. Et ce questionnaire-là est basé sur 4 niveaux des informations. Donc, la pertinence en situation, ça c'est le niveau 1. Les impacts affectifs et cognitifs, le niveau 2. Et l'intention d'utiliser les informations, qui est le niveau 3. Et les résultats attendus de cette utilisation en termes de bien-être et de santé, qui sont le niveau 4. Et selon la littérature là, sur la théorie de l'action raisonnée, ça c'est toute Pierre qui m'a appris ça, ces niveaux là, constituent là, des facteurs déterminants de l'utilisation des informations de santé lorsque l'information est fiable et considérée comme reflétant une norme sociale, ce qui est le cas là, des informations de Naître et Grandir. On a demandé également à Pierre de créer là, 2 indices pour nous faciliter l'interprétation des résultats là, par l'équipe. Donc, un premier indice, c'était sur l'indice, c'est celui pertinence et compréhension, pardon. Et le deuxième, c'est utilisation et bénéfice. Donc, on veut savoir si les fiches sont pertinentes et comprises et on veut savoir si les parents ont l'intention d'utiliser cette fiche et ont des effets positifs attendus. Donc, dans les rapports que McGill nous envoie, ils font ressortir les fiches qui ont un indice pertinence et compréhension moins élevé comparativement aux autres fiches et les fiches qui ont un indice utilisation et bénéfice moins élevé. Donc, ça nous permet, avec l'équipe, de travailler sur les fiches qui sont moins bien comprises, moins bien utilisées, qui ont moins de bénéfices attendus. Donc, on peut essayer là, de travailler ce contenu-là. Le questionnaire nous permet également là, de collecter les commentaires des parents et ça contribue énormément à améliorer les contenus de Naître et Grandir. En 2015, on a dû développer là, avec McGill un manuel de codage des commentaires pour faciliter le codage des commentaires, justement. Donc, ça nous permet notamment là, de lire et classer tous les commentaires écrits par les répondants sur les fiches qui ont été évaluées parce que chaque commentaire est attribué là, à une catégorie. Donc, ça a été là, implanté en 2016. Puis, pour vous donner une idée, là, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, on a reçu 14 659 commentaires. Avant de poursuivre, je vais juste répondre à Céline Lemay qui se questionne qu'est-ce que veut dire MEI. Alors, c'est la méthode d'évaluation des informations.
Donc, je disais que entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, on a reçu pas loin de 15 000 commentaires. Donc, en fait, c'est grosso modo 130 commentaires par mois. Et presque 9% de ces commentaires-là nous ont permis de corriger une fiche. Quand je dis corriger, c'est pas qu'il y avait nécessairement un problème, c'est, je veux dire, qui ont eu un effet positif là, sur le contenu informationnel là, de Naître et Grandir. Là. Ça peut être une bonification, une précision, quelqu'un qui se pose une question, qui nous demandait d'aller plus loin. Et on a également là, un questionnaire socio-démographique qui est mis en place pour nous aider à connaître les caractéristiques là, des abonnés du site et de l'infolette, que ce soit quel rôle ils ont, par exemple, au sein de leur famille. Est-ce que c'est un père, une mère, une belle-mère? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est l'intervenant? Leur statut socio-économique, donc au niveau des études qu'ils ont fait. Tout ça là, va être capté par le questionnaire socio-démo. Là, je pense que c'est ton cue, Balia. Je vais reprendre. En fait, je me demandais, ça c'est, vous voulez vous présenter les objectifs collaboratifs, c'est-à-dire les objectifs qui sont en lien entre Naître et Grandir et McGill. Donc Geneviève, tu confirmeras sans doute avec moi. Mais on en a extrait 4. Évaluer les outils déployés par Naître et Grandir, savoir qui sont les lecteurs et lectrices de Naître et Grandir, répondre aux besoins du lectorat de Naître et Grandir et améliorer le contenu de Naître et Grandir au long terme. Donc, ça reprend en 4 objectifs peut-être plus succincts aussi, l'essentiel de ta présentation, Geneviève. Donc, c'est ça. Je pense qu'on pourrait présenter davantage maintenant, Balia, si tu veux bien, la manière dont nous, dans le versant recherche McGill, donc dirigé par Pierre Puy, cette historique-là, finalement, elle est vécue d'une certaine manière du côté du partenariat et d'une manière en phase. Donc, Balia va revenir là-dessus du côté de la recherche. Oui, merci Annabelle. Donc, en fait, si on parle un peu de la manière dont on a construit la recherche avec le partenaire Naître et Grandir, on s'est rendu compte que nous, chercheurs, pensions les choses en termes de phase. Puis ça correspond aussi à la manière dont on demande des subventions en général. Sur un gros projet, on divise ça en phases annuelles, généralement. Mais bon, il y a des fois des étapes qui prennent un peu plus qu'une année. Mais pour nous, c'était très clair depuis toujours, depuis le début, que on parlait en phase et que Naître et Grandir nous comprenait. Puis on s'est rendu compte que non, en fait, le mot phase ne résonnait pas du tout auprès de notre partenaire. Et puis, on s'est rendu compte que Naître et Grandir voyait ça plutôt, ce projet-là, comme une continuité. Un développement d'un même projet, puis vraiment une amélioration continue. Il n'y a pas de découpage temporel comme nous on le fait. Puis, donc ça n'a pas d'incidence sur notre travail à nous en tant que chercheuses. Je veux dire, on travaille de la même façon pour faire avancer ce projet-là. Mais c'est intéressant de voir que, en fait, des fois, on pense être très clair, puis en fait, on ne l'est pas du tout. Voilà, c'était pour vous amener cette idée-là. Puis la manière dont nous, on a découpé, enfin nous, je dis nous, mais je vais vous expliquer que nous, on est arrivé juste à la phase 4 avec Annabelle sur ce projet, mais la manière dont Pierre Puy, donc le chercheur principal de ce projet, a découpé les phases donc, en 4 temps. Première phase qui était d'identifier les obstacles et les facilitateurs de l'utilisation de Naître et Grandir et interagir avec les éditeurs via le questionnaire MEI. Deuxième phase, améliorer Naître et Grandir et le questionnaire. Troisième phase, comparer l'utilisation des informations et les avantages du questionnaire modifié lors de la phase 2. Et quatrième phase,
dans laquelle nous nous sommes insérés avec Annabelle, qui est une phase purement qualitative, contrairement aux 3 premières phases qui étaient plutôt quanti, ou alors ça reposait sur un devis mixte. Je pense à la première phase où c'était quanti-quali. Mais nous, on arrive au moment du projet où on doit décrire les choses. Et donc, nous, on se sent très, très à l'aise avec Annabelle pour faire ça. Donc, décrire, en l'occurrence, les résultats de l'utilisation des informations naître et grandir par les parents et les enfants. Mais vous allez voir qu'au final, on se concentre beaucoup sur les enfants, pas les enfants, les parents, dans les faits, dans la recherche. Oui, et plus en détail, donc les objectifs de cette phase 4, nous, c'était vraiment de saisir le point de vue des mères interrogées participantes. Donc, on verra tantôt qu'on a réussi à avoir un groupe de 31 participantes. Et donc, les 2 objectifs principaux de cette phase de compréhensive descriptive, donc c'était de décrire en profondeur l'utilisation et les effets de l'information consultée sur le site Naître et Grandir par les participantes, et de comprendre comment l'utilisation et les effets de cette information influencent leur vie parentale au quotidien, mais aussi à plus long terme. Donc, ça, c'était les éléments structurants finalement de notre recherche de données. Puis là, nous allons justement dans cette lignée-là continuer la réflexion autour des enjeux méthodologiques qu'on a rencontrés. Donc, en mettant vraiment l'accent sur ce qu'avec Balia, on a le plus partagé cette dernière année, c'est-à-dire le volet vraiment qualitatif du terrain de ces 31 rencontres qu'on a faites. Donc, je passe la parole à Balia. Oui, alors, au moment même avant de commencer nos entrevues, on avait fixé des critères de recrutement, évidemment, comme dans toute recherche. Puis, 2 critères, enfin, il y en avait 3. Comme vous voyez, il y a 3 critères qui ont été retenus. Un faible revenu familial annuel, un faible niveau de scolarité, ce qui correspond en fait à un faible statut socio-économique, donc un mot qui est déjà apparu là au cours de la présentation. En fait, Balia, si tu me permets, ces 2 critères-là, en fait, sont importants pour nous parce que, comme je disais tout à l'heure, on s'adresse à tous les parents avec un désir plus marqué de rejoindre les parents plus vulnérables qui seraient plus susceptibles là, d'avoir besoin de sortir du cercle de la pauvreté. Donc, c'est pour ça qu'on vise ces 2 critères-là plus directement. Là. Oui, exactement. Et en plus de ces 2 critères-là, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller parler aux abonnés à l'infolettre qui ont évalué au moins un texte sur le site Naître et Grandir au cours de la dernière année, en fait, plus précisément entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2020. Parce que sinon, vous le savez comme moi, là, les effets de la mémoire sur la reconstitution, fidèle des événements est assez problématique et passer une certaine date, un certain temps. C'est ça. Et là, comme Annabelle va vous en parler, on a aussi frappé le mur Covid en plein essor. Donc, je te laisse raconter ça, Annabelle. Oui, on pensait aussi... parce qu'on évoquait les défis méthodologiques qu'on a pu rencontrer, notamment dans la phase 4, on pensait revenir un peu sur ce contexte, qui est un contexte aussi qui a été intéressant pour la recherche, notamment pour les rencontres qu'on a faites avec ces mères. C'est-à-dire qu'au début, on était assez anxieuse à l'idée de réussir à mener le projet dans l'année Covid tel que c'était prévu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses assez intéressantes sur le fait parce que nos 31 rencontres se sont faites en virtuel, donc soit via Zoom, soit via téléphone. Et on redoutait d'avoir plus de difficultés à créer un contact parce que on va l'expliciter peut-être un peu plus après. C'était des rencontres d'environ 1 heure, donc il faut quand même qu'il y ait un lien qui se passe pour qu'il y ait une expérience de vie qui soit partagée à travers la grille de questions. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait un avantage aussi à la distance parce que ça permettait beaucoup plus de nous ajuster
au quotidien des mères participantes. C'est-à-dire que c'était plus facile de caler, entre guillemets, ou de poser un rendez-vous pour les mères. C'était plus facile de rentrer ce rendez-vous-là dans leur emploi du temps. Donc, c'est quelque chose qui a été surprenant et positif pour nous. Et on s'est rendu compte aussi qu'on arrivait à créer un lien de confiance, un lien, un peu une bulle dans cette période Covid avec nos participantes, malgré ce qu'on pourrait s'attendre du Zoom. On a vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans nos entretiens. Puis, autre fait vraiment intéressant, c'est qu'à chaque entrevue, on a pu noter la reconnaissance de ces femmes pour l'apport de l'information Naître et Grandir dans leur vie de mère à plusieurs égards. Donc, dans notre travail, on a pu vraiment cibler des effets, mais de manière générale, on voit vraiment un lien, une connexion entre ces lectrices qui sont aussi des abonnés. Donc, c'est sûr qu'il y avait un lien initial. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'elles avaient le goût vraiment d'exprimer leur reconnaissance pour l'information, ces informations qui leur permettaient en fait de mieux vivre leur vie parentale quotidienne. Donc ça, on trouvait que c'était quand même quelque chose de tellement unanime que c'était aussi intéressant par rapport à ce que ça dit sur l'ambiance de notre terrain. Voilà, au contexte Covid. Et je vais me permettre, Annabelle, de rebondir sur ce que tu dis. Et c'est en lien avec les enjeux de recrutement des participantes. Bon, il y a évidemment une reconnaissance de la part des participantes qu'on a rencontrées envers Naître et Grandir, mais c'est aussi peut-être pas totalement 100% étranger au fait que nous, en fait, techniquement, là, au jour le jour, on a une équipe de 2 personnes, donc Annabelle et moi, et on est une institution donc universitaire et recruter des gens qui ne nous connaissent pas, c'est compliqué. Je veux dire, quand on envoie un courriel d'invitation, on arrive quand même, dépendamment de la quantité de personnes à qui on envoie une invitation, on arrive quand même à en attraper quelques-unes. Et là, ça marchait pas notre affaire. Donc, Geneviève a vraiment accepté de nous aider dans cette démarche-là, et c'est Naître et Grandir en fait qui a envoyé les invitations aux abonnés qu'on avait ciblés. Et je me suis questionnée, hein, Balia, tu te souviens, j'étais hésitante, je n'étais pas certaine de est-ce que j'ai le droit, comme parce que je veux être neutre, je veux qu'ils comprennent que c'est une évaluation de McGill. Donc, on a vraiment peaufiné le texte pour montrer que c'était pas nous, on était juste comme une courroie de transmission entre les chercheurs et eux. Malgré ça, il y a eu des fois des gens qui ont mal saisi. Alors, je te laisse raconter. Oui, c'est ça. En fait, il y a plusieurs participants, quand elles nous parlaient donc en entrevue à Annabelle et moi, qui pensaient qu'on travaillait pour Naître et Grandir. Et que là, tous les commentaires sur il faudrait plus de vidéos, il faudrait changer ci. Puis nous, on disait qu'on allait passer le mot à Naître et Grandir, mais qu'on ne travaillait pas pour Naître et Grandir. Donc ça, c'était, bon, la reconnaissance est unanime, mais vient peut-être pour quelques-unes de ces participantes sur l'espèce de malentendu de penser qu'on travaillait pour Naître et Grandir, alors que pas, pas du tout. Mais ça, c'est normal aussi dans leur vie de mère. Je pense qu'elles n'ont peut-être pas tout le temps le temps de bien comprendre ce qui se passe quand on les sollicite. Voilà. Ensuite, un autre point méthodologique collaboratif qui nous semble intéressant, c'est le fait qu'on ait travaillé par vague. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait des entrevues, analyser les entrevues, discuter aussi en équipe sur le contenu des entrevues puis les analyses qu'on faisait, puis on repartait en fait, recruter, faire des entrevues, faire des analyses, et on a fait ça en fait, on a consulté à la fois Geneviève, mais on a aussi consulté les autres partenaires, donc l'équipe élargie à travers le Canada de notre équipe de recherche sur le plan large, mais aussi on a sollicité les mères partenaires, donc on a 2 citoyennes partenaires qui travaillent avec nous pour nous aider à nous faire une tête sur comment est-ce qu'on transmet aussi l'information.
puis comment est-ce qu'on parle aux mères, parce que c'est 2 mères qui correspondent aussi, là, elles rentrent vraiment dans nos critères sociodémographiques qui sont vraiment proches des femmes qu'on a rencontrées. Voilà, je sais. On pourra revenir là sur la méthodologie de travailler par vague, peut-être plus pendant les questions, mais... On y reviendra un petit peu dans les résultats aussi. Puis, d'une manière plus large même que la phase 4, ce qu'on a identifié avec Geneviève, alors tu rebondiras si je trouve ça pertinent, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la manière dont, avant notre arrivée avec Balia, on a compris que la méthodologie en tant que telle, qui a été présentée depuis le début avec ce questionnaire-là, a vraiment évolué dans le temps du fait de ces allers-retours partenariales. Puis, alors Geneviève, je ne sais pas si tu veux y aller avec des exemples, mais moi, j'en ai en tête, oui. Mais si tu veux, tu peux… Commence, puis je compléterai, oui. Mais oui, on a vraiment collaboré. Dans mon souvenir, il y a des enjeux liés à l'utilisation progressive, massive des cellulaires qui a changé aussi l'approche du questionnaire. Il y a les termes des questionnaires qui ont changé, mais il y a aussi quelque chose dont tu m'as partagé et qui est en lien avec avec un fil qui nous tient depuis le début, c'est que l'enjeu, c'est vraiment le lectorat, puis s'ajuster, puis faire l'enjeu Naître et Grandir, c'est vraiment de parler au lectorat. Puis il y a eu l'enjeu de l'agacement aussi, d'évaluer en permanence. Donc, je ne sais pas si tu pourrais nous parler d'un de ces enjeux ou celui que tu… Oui, volontiers, Annabelle. En fait, c'est ça, elle a mis le bon terme. Donc, en fait, nous, toutes les actions qu'on fait, on se demande, moi, je l'ai fait pour améliorer le site, pour améliorer. Donc, est-ce que cette question-là est aidante? Est-ce qu'elle doit être là? Est-ce que le rapport m'aide à améliorer le site? Et c'est comme ça, entre autres, que les indices ont été mis en place, là, les indices dont j'ai parlé précédemment. Et on a observé, c'est ça, que les gens étaient de plus en plus sur mobile. Donc là, le questionnaire avait pas été offert sur le mobile parce que c'était un trop petit écran. Mais là, comme notre public migrait, ben là, c'était plus représentatif, donc il fallait s'ajouter. Donc, on a à nouveau regardé le questionnaire avec Pierre pour le resserrer encore plus succinct si possible et l'offrir sur le cellulaire en travaillant avec les programmeurs là, pour que ça soit possible. Et là, habituellement, les gens sont habitués à un questionnaire sur le site dans l'ensemble. Et là, nous, ce qu'on leur propose, c'est différent, c'est-à-dire que c'est un questionnaire pour chacun des textes de façon distincte et individuelle. Et comme disait Annabelle, à la longue, à force de se faire redemander le questionnaire, il peut avoir un effet de fatigue. Donc, on a mis en place différentes approches, à un moment donné avec des cookies, un cap de fréquence qu'on appelle. Donc, si les gens disaient non au questionnaire, ben, on les laissait tranquilles pendant un petit moment. Et là, depuis, les règles du jeu ont changé au niveau des cookies. Fait qu'il faut encore une fois s'ajuster. Et comme on veut faire également d'autres évaluations, on ne veut pas tanner les gens. Alors là, actuellement, on est à 1 mois sur 2 et on a réduit les rapports qu'on avait avant. Habituellement, c'était 2 fois par année. Là, on les a passés à 1 fois par année. Donc, c'est tout de l'évolution de cette évaluation qui se fait avec l'équipe. Des termes aussi que moi, au début, je n'osais pas remettre en question. Comme je vous ai dit, Pierre et le mot Dieu étaient à peu près synonymes dans ma tête, Pierre Pluie. Donc, s'il avait écrit ça dans son questionnaire, je ne voulais surtout pas remettre ça en cause. Et à la longue, je me suis rendu compte que, au contraire, mon apport était justifié, mon apport pouvait aider. Alors, je me suis permise de plus en plus là, de commentaires ou de remarques dans le but d'améliorer le questionnaire, ce que je n'osais pas faire au début peut-être par, c'est ça, un sentiment d'imposteur, je dirais, le sentiment qui est très commun chez les femmes. Alors, voilà, Annabelle, je pense que ça explique un petit peu les exemples dont tu parlais. Tout à fait. Puis, je trouve que ce que tu explicites aussi de ces sentiments de ne pas être à la bonne place, je pense que c'est aussi
symptomatique, sans que ce soit négatif, là, de l'enjeu partenarial, c'est qu'on appartient à des mondes différents avec des lexiques différents, qui fait qu'au début, on ne sait pas si c'est nous ou si on n'a pas compris, ou si c'est juste qu'on n'utilise pas de la même manière les mêmes mots. Et nous aussi, en fait, en tant que chercheuse, ça nous a pris des mois d'ajustement pour être sûr de comprendre ce qu'on nous disait. Puis ça prend vraiment un travail de recherche plus riche parce qu'il faut adapter notre langage puis se comprendre. Alors, je vois que l'heure tourne, il nous reste 5 minutes, il me semble, Valia. Donc, je pense qu'on va faire, c'est de présenter rapidement quelques éléments de nos données de la phase 4, juste pour donner un peu de chair à tout ce qu'on vient de vous présenter, les défis qu'on vient de présenter. Donc, au niveau des portraits des 31 mères qu'on a eu la chance de rencontrer, donc on a une moyenne d'âge de 36 ans. On a plutôt une majorité de femmes mariées aux conjoints de fait et finalement une grande part aussi de mères monoparentales, ce qui était une surprise dans notre corpus et qui nous a donné des éléments vraiment intéressants. Une autre surprise vraiment significative, c'est l'élément de nombreuses femmes immigrantes dans nos récits et qui a vraiment aussi nourri notre compréhension du rôle de l'information de naître et grandir dans leur vie parentale, notamment parce que c'est des vies parentales qui sont aussi liées à des divers enjeux culturels et de se sentir bien dans un nouveau pays. Bien sûr, c'était plus évident que c'était plus facile d'aller chercher des participants dans les milieux urbains. On pourrait expliciter ça si on avait un peu plus de temps, mais en tout cas. Et une autre donnée vraiment intéressante dans le travail de résultats qu'on est en train de construire, c'est vraiment qu'on a énormément de femmes qui ont des métiers en lien soit avec l'enfant, soit avec le soin. Et il y en a aussi beaucoup de femmes qui sont en reprise d'études. Donc là, ça nous a dressé vraiment un portrait de femmes qu'on associe à une certaine forme de précarité, en fait, à une instabilité, mais on sent vraiment qu'il y a à la fois une expertise particulière liée à la santé, liée à toutes ces professions dans la santé, et aussi un enjeu particulier lié à une précarité qui est ponctuelle et qui est pas du tout linéaire, finalement. Donc, ça serait l'objet d'une autre grande discussion, mais je vais passer la parole à Valia pour présenter les deux manières dont on a issu des résultats de cette recherche. Oui, très vite, parce que Annabelle a déjà pas mal parlé de certains points d'analyse. Juste une chose sur laquelle on est bien à l'aise sur laquelle on est bien à l'aise de faire ça, nous, en tant que chercheuses, c'est qu'on a produit 31 récits individuels qui portent en fait vraiment sur l'utilisation et les effets de l'information de naître et grandir. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une approche comme ça en sciences de l'information, c'est les mini-récits, les small stories. Puis ça, c'était un premier exercice vraiment intéressant à faire et qu'on a aussi fait en collaboration à la fois avec Naître et Grandir, les mères partenaires du projet, puis l'équipe de recherche élargie à travers le Canada. Et voilà, je vois que le temps file, donc on n'a pas vraiment le temps d'en parler. Puis, sur un point plus classique en recherche, ce qu'on a l'analyse transversale des données, bien vu que c'est ça, c'était évidemment, il faut qu'on parle des principales utilisations et principaux effets de l'information. Puis, comme Annabelle le disait, là, il y a l'information qui est utilisée d'une certaine manière par les professionnels de la santé, du soin, puis celles qui travaillent avec les enfants. La notion de précarité aussi nous a interrogés. Ainsi, c'est ça qu'on s'est rendu compte que les mères qu'on avait rencontrées ont vraiment une sorte d'expertise en recherche d'information. Puis ça teinte évidemment la manière dont elles utilisent l'information et quels effets est-ce que ça a sur leur vie. Mais on pourra en reparler plus en détail si vous avez des questions là-dessus. Annabelle, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Oui. Je vais dire un mot, puis ce sera une manière aussi d'amener la conclusion en perspective. C'est que ce qu'on s'est rendu compte finalement dans nos discussions partenariales, c'est que derrière le mot résultat, on voit à la fois des utilisations des résultats qui sont différents. Donc Geneviève, on pourra
en reparler juste après, des temporalités différentes et des partages différents. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on va utiliser très classiquement les données pour en faire des articles, des communications, essayer de s'insérer dans un milieu de connaissances, contribuer à la connaissance dans un temps peut-être plus long. Donc, les temporalités sont différentes et les partages sont différents. Alors que Naître et Grandir, et puis là, Geneviève, je te lancerai la balle, mais Naître et Grandir, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est qu'il y a une temporalité parfois plus courte, plus pragmatique. L'idée, c'est d'être utile au lectorat, d'être utile à la mission de Naître et Grandir. Et il y a un partage plus restreint autour d'une équipe de travail. Donc, c'est vraiment, j'ai trouvé ça intéressant, la manière dont finalement des mêmes données vont nourrir différemment les deux milieux. Et ça en lien avec les perspectives d'avenir, donc la conclusion qu'on vous propose. Je peux enchaîner rapidement pour clore, mais l'idée que nous, dans notre phase 4, nos enjeux de chercheuse avec Pierre, c'est de fournir un rapport qui puisse nourrir, naître et grandir, avec humilité, là. En tout cas, non, sois pas humé. Allez-y. OK. Puis, le tout en étant vraiment dans la consultation avec l'éco-chercheur en dehors de McGill, mais aussi les mères partenaires qui ont été vraiment très nourrissantes pour nous, pour le coup, dans toutes les étapes de notre terrain. Donc, bien sûr, les contributions scientifiques, mais aussi les enjeux qui nous intéressent plus pour les mois prochains, c'est plus la mobilisation et le transfert des connaissances, des données qu'on vient de créer, construire cette mobilisation-là avec Naître et Grandir pour faire que ces données-là existent vraiment. Puis, il y a un enjeu pragmatique lié à ça aussi pour Naître et Grandir. Donc, Geneviève, je te laisse conclure si tu veux, comme appuyer des points sur les rapports. En tout cas, je ne sais pas. Est-ce que tu as Non, mais en fait, je dirais juste que depuis le début, tu sais, on évolue. Et là, il y a du contenu vidéo. Puis là, Pierre m'a dit, on pourrait évaluer le contenu vidéo. Fait que, en fait, c'est pour ça que moi, je ne vois pas des phases. Tu sais, bien ça, c'est sûrement que Pierre va appeler ça la phase 5. Mais pour moi, c'est un continuum parce qu'à chaque fois, on continue à explorer puis à évaluer le contenu pour être certain là, que ça réponde bien à la pertinence là, auprès des parents. C'est clair. Puis les phases, c'est vraiment pragmatique pour le coup, pour la recherche, nous. Découper la montagne en phases. Oui, ben écoutez les filles, je pense qu'on aurait continué de vous entendre aussi avoir des indices, des récits que vous avez entendus aussi. Ça aurait été vraiment intéressant, mais ce qu'on a eu était, disons, une mise en bouche. On va vous réinviter pour les phases subséquentes avec grand plaisir. C'est très intéressant aussi d'avoir la perspective croisée, hein? Le milieu universitaire, le milieu pratique, les enjeux de chacun, mais comment vous avez réussi à collaborer ensemble pour que ça soit vraiment utile à la recherche et à la pratique. Et ça, c'était vraiment très intéressant comme angle d'approche pour notre conférence midi. Donc, merci aux participants de vous être rejoints à nous. Merci à vous, conférencières, pour cette excellente présentation. Puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.